Et si les gens qui vous ont bordé la nuit, qui vous ont appelé pour votre anniversaire, qui ont pleuré à votre chevet quand vous étiez malade? Et si c'étaient eux qui en silence étaient en train de vous effacer, pas par haine mais par amour? Et si le plus cruel n'était pas l'effacement mais le fait que vous les laissiez faire, parce que vous ne vous souveniez jamais que cela arrivait? Bienvenue sur la chaîne. Prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement et n'oubliez pas, les gens dans ces histoires ont eu toutes les chances de faire ce qui était juste, ils ont simplement choisi autrement. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner, vous allez adorer ce qui va suivre. Je veux que vous imaginiez le meilleur sommeil de votre vie. Pas celui où vous vous tournez et vous retournez pour finir par vérifier votre téléphone à 3 heures du matin. Je parle du genre de sommeil qui vous enveloppe comme une eau tiède. Profond, immobile. Celui où le monde extérieur pourrait être en feu sans que vous n'entendiez le moindre crépitement. C'est ainsi que j'ai dormi ce 3e matin au lac de Serponçon. Et je me souviens avoir pensé avant même d'ouvrir les yeux, c'est donc à cela que la retraite est censée ressembler. J'avais 61 ans, j'étais récemment retraité après 28 ans de carrière en génie civil. Mes 2 enfants m'avaient fait la surprise d'un séjour de pêche de 5 jours dans les Alpes, juste nous 3. Pas de téléphone qui vibre tout de suite les 10 secondes, pas de réunion, aucune raison d'être ailleurs que sur ce ponton, avec un mauvais café et un bon silence. Je pensais être l'homme le plus chanceux du monde. Ce n'était pas le cas. Quand j'ai enfin ouvert les yeux, la première chose que j'ai remarquée fut la lumière. Elle était plus haute qu'elle qu'elle ne l'aurait dû. Milieu de matinée, peut-être près de 10 heures. Solène et Rémi étaient d'ordinaire debout dès 6 heures. Solène, ma fille, fonctionnait comme un commandant militaire avec un emploi du temps millimétré. Elle avait un jour réorganisé toute ma cuisine un matin de Noël, avant même que le petit déjeuner ne soit prêt. Cette femme ne faisait jamais de grasse matinée. Jamais. Alors immédiatement, j'ai senti que quelque chose clochait. Je me suis redressé lentement, mon dos me rappelant comme chaque matin que je n'avais plus 35 ans. J'ai appelé depuis la chambre Solène, Rémi, rien. Pas ce genre de silence où l'on sait que quelqu'un est juste dans la pièce d'à côté en train de se taire. Un silence lourd. Un silence qui a un poids. J'ai enfilé ma chemise en flanelle, j'ai traîné les pieds jusqu'à la pièce principale du chalet et je me suis arrêté. Les 2 lits étaient non parfaitement défaits. Le sac de voyage de Solène parti. La veste de pêche de Rémi accrochée au crochet près de la porte depuis le premier jour parti. Le plan de travail de la cuisine où nous avions aligné nos courses vides. Les clés de la voiture suspendues au petit crochet en bois à l'entrée partie. Je me suis tenu là en chaussettes sur ce parquet froid et j'ai ri tout seul parce que ma première pensée, et je veux que vous compreniez bien cela, ma toute première pensée a été « Ces 2 rigolos sont en train de me faire une blague ». J'y croyais vraiment. Je suis allé à la fenêtre m'attendant à voir Rémi accroupi derrière la voiture, essayant de ne pas rire avec Solène à côté, prétendant n'y être pour rien, tout en étant l'instigatrice du plan. L'allée était vide. La voiture était partie. J'ai cherché mon téléphone sur la table de nuit. Pas là. J'ai vérifié la poche de ma veste. Rien. Je suis allé à la petite console près de la porte où je posais toujours, absolument toujours mon portefeuille avant de dormir. Disparu. Maintenant, je veux faire une pause ici parce que c'est là qu'une personne normale commencerait à paniquer. Et j'aimerais vous dire que je suis resté calme, rationnel et méthodique. Mais ce que j'ai fait, c'est rester planté au milieu de ce chalet et dire tout haut à personne « Mais c'est quoi ce délire ?» Puis je me suis repris car même seul 60 et 1 an d'éducation provinciale et de bonnes manières ne s'évaporent pas comme ça. J'ai vérifié chaque tiroir, chaque placard, sous chaque matelas. Dans la salle de bain, j'ai trouvé la seule chose qu'ils avaient m'en laissé, un flacon de médicaments orange posé sur le bord du lavabo. Pas de nom sur l'étiquette, juste un autocollant blanc, avec 3 mots dactylographiés, 1 par jour. Je l'ai pris et je l'ai secoué. Presque plein. Je l'ai retourné. Rien d'autre. Pas de logo de pharmacie, pas d'information sur le dosage, pas de nom de médecin.
Je l'ai reposé comme s'il risquait de me mordre. Voici ce que je me suis dit parce que c'est ainsi qu'Olivier Collin fonctionne. Olivier Collin cherche l'explication logique. 28 ans d'ingénierie m'avaient appris à localiser la réponse rationnelle et à m'y tenir comme sur un sol ferme. Ils sont partis faire des courses. Ils ont oublié de laisser un mot. Ils seront de retour à midi et Solène franchira cette porte avec du café et une explication parfaitement raisonnable, et Rémi sera derrière elle avec cet air qu'il prend quand il retient un sourire pour ne pas gâcher son image de petit frère mystérieux. Midi est passé, puis 14 heures, puis 17 heures. Au moment où le soleil commençait à descendre derrière la cime des pins, j'avais fait 4 fois le tour du chalet. N'avais croisé exactement aucune voiture sur le chemin de terre. Et avait mangé la seule chose restant dans la cuisine, un demi-paquet de biscottes et une boîte de soupe chauffée sur la cuisinière parce qu'au moins ils avaient laissé le gaz. Maigre consolation. Je me suis assis sur les marches du perron alors que le ciel prenait cette teinte violette profonde qu'il a en montagne juste avant la nuit noire. Et pour la première fois de la journée, je me suis autorisé à ressentir ce qui se passait réellement. Mes enfants m'avaient laissé. Pas oublié, pas perdu quelque part, ils étaient nés partis délibérément, silencieusement, pendant que je dormais de ce sommeil de plomb que je pensais être du repos, mais qui commençait à ressembler avec le recul à quelque chose d'organisé. Et c'est là que ça m'a frappé. Un souvenir fin et vacillant comme une bougie dans un courant d'air. Pas de ce voyage, mais de plus loin. Je me suis revu assis dans une pièce mur blanc, lumière vive, et un homme en pull gris penché vers moi disant quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à entendre. Et Solène était là à côté de moi, me serrant la main si fort que ses articulations étaient blanches. Le souvenir a duré peut-être 3 secondes. Puis, il a disparu. J'ai pressé mes doigts contre mes tempes. C'était quoi ça ? Je connaissais cette pièce. Je connaissais ce sentiment, cette tension spécifique d'être assis bien droit, en attendant qu'on vous annonce quelque chose d'important. Mais les détails ne venaient pas. Comme essayer de saisir de la fumée, je me suis dit que c'était le stress. Je me suis dit que j'étais fatigué, affamé et effrayé, et que mon cerveau faisait ce que les cerveaux font sous pression, ressortir de vieilles images au hasard. Je l'ai cru, j'aurais dû m'en douter. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé avec toutes les lumières du chalet allumées, ce qui semblait ridicule et pourtant tout à fait nécessaire. Vers minuit, j'ai entendu une voiture sur le chemin de terre et j'ai bondi du canapé si vite que j'ai failli renverser la table basse en me précipitant à la fenêtre. Mais elle est passée sans ralentir. Je suis resté devant la vitre longtemps après la disparition des phares fixant l'obscurité entre les arbres et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu de la journée, un petit panneau en bois cloué sur le pin directement en face de la porte du chalet. Il avait été là tout le temps. J'étais passé devant une 12aine de fois. J'ai ouvert la porte et plissé les yeux dans l'air froid de la nuit. 4 mots peints à la main en rouge. Tu es déjà venu. Et restez avec moi. Parce que ce que je vais découvrir le lendemain matin change tout ce que je pensais savoir sur les 3 dernières années de ma vie. Et l'homme au journal télévisé n'est pas un étranger. Il est la raison pour laquelle j'ai été amené ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, rendez-nous un petit service, abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais ça ne vous coûte rien et ça signifie tout pour nous. Merci. Vraiment. Je veux que vous réfléchissiez à quelque chose une seconde. Pensez à une chanson que vous n'avez pas entendue depuis 15 ans. Une chanson dont vous aviez complètement oublié l'existence. Et puis, un mardi après-midi quelconque, elle passe dans un supermarché. Et avant même la 2e mesure, vous connaissez chaque mot. Votre bouche bouge avant même que votre cerveau ne comprenne. Votre corps s'est souvenu de ce que votre esprit avait enfoui. C'est ce que ce panneau m'a fait. Tu es déjà venu. 4 mots des lettres rouges peintes sur du pain vieilli. Et au moment où je les ai lus, quelque chose dans ma poitrine n'a pas paniqué. Il a reconnu. Comme une porte qui grince dans une maison que vous pensiez vide. Je me tenais sur ce perron dans l'air froid des montagnes,
ressemblant probablement à un homme à qui on vient d'apprendre que la Terre est plate et qui reconsidère sérieusement tout ce qu'il sait. Et j'ai dit tout haut aux arbres adieu à quiconque avait peint ce panneau. D'accord, alors qu'est-ce qui se passe exactement ici? Les arbres n'ont pas répondu. Pas très utile. Je n'ai pas dormi après ça. Je me suis assis dans le fauteuil le plus proche de la fenêtre, le flacon orange sur la table à côté de moi, le tournant entre mes doigts toutes les quelques minutes, comme s'il allait finir par se décider à s'expliquer de lui-même. Un par jour. Pas de nom, pas de pharmacie, pas de médecin. Je suis ingénieur de métier. J'ai passé près de 3 décennies à calculer des seuils de charge des points de fracture, la pression exacte qu'une structure peut absorber avant de cesser de tenir et de commencer à rompre. Assis dans ce fauteuil, j'ai appliqué la même logique à moi-même. Qu'est-ce que je sais concrètement? Mes enfants m'ont amené ici et sont partis pendant que je dormais. Ils ont tout pris. Portefeuille, téléphone, clé-sac, délibéré organisé. Ce n'était pas un coup de tête, c'était un plan. Il y avait un flacon anonyme dans la salle de bain avec mes biscottes, ma soupe, mon parquet froid et ma confusion absolue. J'ai eu un souvenir que je ne pouvais pas saisir. Une pièce blanche, les articulations pâles de Solène, un homme en pull gris disant des mots que je ne pouvais pas retrouver. Quelqu'un était déjà venu ici avant moi. Ou plutôt, et c'est la partie qui m'a fait reposer le flacon très délicatement, quelqu'un voulait que je sache que j'étais déjà venu ici avant moi. J'ai posé mes paumes à plat sur mes genoux et j'ai pris une longue inspiration. « Olivier, me suis-je dit, soit tu perds la tête, soit quelqu'un t'a aidé à la perdre. Découvre lequel avant de faire quoi que ce soit d'autre. » Un conseil judicieux. J'aurais aimé être plus rapide à le suivre. Le matin est arrivé gris et humide. La brume stagnait entre les pins, comme si la montagne réfléchissait trop intensément. J'ai trouvé 2 choses que j'avais manquées la veille dans ma fouille paniquée du chalet. D'abord, derrière une plinthe mal fixée sous l'évier de la cuisine, une feuille de papier pliée du papier de cahier griffonné de petites lettres soignées, que j'ai reconnues immédiatement parce que je les voyais sur des cartes d'anniversaire, des listes de courses et des post-it sur mon frigo depuis 30 ans. C'était l'écriture de Solène. Je l'ai dépliée lentement de la manière dont on ouvre quelque chose quand on soupçonne déjà que cela va tout bouleverser. Elle disait « Papa, au moment où tu trouveras ceci, tu auras peur, et tu seras en colère, et tu penseras que nous t'avons abandonné. J'ai besoin que tu nous fasses confiance, ce n'est pas le cas. Il y a tellement de choses que nous devons te dire, et nous avons essayé. Nous avons essayé plus de fois que tu ne le penses. Le médecin n'a dit que la seule façon d'avancer était que tu trouves la vérité par toi-même. Ne lutte pas contre les souvenirs quand ils viendront. Laisse-les entrer. Nous t'aimons plus que tu ne pourras jamais le comprendre. S. Kakima Segijima Kadi. Je l'ai lu 4 fois. Puis je l'ai replié très précisément selon ses plis d'origine, je l'ai mise dans la poche de ma chemise et je me suis assis par terre dans la cuisine parce que mes jambes avaient simplement décidé qu'elles ne voulaient plus me porter pour le moment. Pas plus de fois, au pluriel. La deuxième chose que j'ai trouvée était dehors à l'arrière du chalet près de la pile de bois. Une boîte en fer du genre de celle qu'on utilise pour garder des souvenirs ou des lettres. Verte légèrement rouillée au coin. Mon prénom était écrit sur le couvercle au marqueur noir, Olivier. Pas maman, pas papa. Paniquetunatuma, Monsieur Collin. Juste, pain, Olivier. Comme si celui qui l'avait laissé n'était pas tout à fait sûr de quelle version de moi allait la trouver. À l'intérieur de la boîte, 3 photographies et une petite carte pliée. J'ai regardé les photos en premier. La première me montrait debout juste ici. Ce même chalet, ce même perron souriant, un bras autour de Solène, un bras autour de Rémi. Prise de loin, légèrement de biais, comme si quelqu'un l'avait prise à la hâte. Au dos de l'écriture de Rémi, premier voyage, il a tenu jusqu'au 4e jour. J'ai passé à la 2e photo, encore moi. Même chalet-chemise différente, mes cheveux sont un peu plus longs. Debout sur le ponton seul fixant l'eau. Au dos, 2e voyage. Il a trouvé le panneau, n'a pas passé la nuit.
Je ne savais pas ce que « passer la nuit » signifiait. Je me suis dit que je ne voulais pas savoir, je me mentais à moi-même. Troisième photo, moi assis dans ce fauteuil précis, celui où j'avais passé la nuit. La tête renversée, endormi. Le flacon orange sur la table juste à côté de moi. Au dos toujours l'écriture de Rémi, mais cette fois les lettres étaient un peu moins assurées. Troisième voyage. Il a pris la pilule. Nous avons dû tout recommencer. J'ai posé les photos sur la pile de bois et je suis resté immobile. Pendant ce qui m'a semblé être une éternité. J'étais déjà venu ici. Pas une fois, mais 3 fois. Et chaque fois quelque chose s'était produit. Quelque chose s'était réinitialisé. Et j'étais rentré chez moi à ma petite vie de retraité tranquille à Lyon, sans aucun souvenir de tout cela. 3 voyages de pêche. 3 versions de ce même matin. 3 fois mes enfants s'étaient assis en face de moi au dîner, m'avaient appelé un dimanche, ou m'avaient serré dans leurs bras à Noël, sachant ce qu'ils savaient, pendant que je souriais, en parlant de la météo, et en demandant à Rémi s'il voyait quelqu'un. La carte dans la boîte était courte, une seule ligne, pas de signature. Cette fois, Olivier, ne fuis pas ce dont tu te souviens. Et comme sur commande, comme si la partie de mon cerveau, verrouillée derrière une porte blindée, décidait enfin que la porte était le problème, les souvenirs ont commencé à affluer. Pas doucement. La pièce blanche encore plus nette cette fois. J'étais assis dans un fauteuil à accoudoir, et l'homme au pull gris se penchait vers moi, un stylo à la main et un dossier sur son porte-bloc, et il disait calmement de cette voix que les médecins prennent pour dire des choses qu'ils ont répétées 100 fois. Olivier, ce que je décris s'appelle une amnésie dissociative épisodique sévère. Ce qui se passe, c'est que toutes ces banques, les 72 heures, votre cerveau effectue une sorte de redémarrage complet. Vous perdez l'accès au cycle de mémoire précédent presque entièrement. Vous fonctionnez normalement à l'intérieur de chaque fenêtre, mais quand le redémarrage survient, et je m'entendais dire dans ce souvenir avec une voix épuisée déjà vaincue, qui ne ressemblait pas à l'Olivier Collin que je pensais être « Depuis combien de temps cela arrive-t-il » Et l'homme au pull gris, le docteur Hamon. Le nom a refait surface comme un objet remontant des profondeurs. Le docteur Hamon a regardé Solène avant de me regarder. Juste un instant, de la manière dont les médecins regardent le membre de la famille qui en sait plus que le patient. « Olivier, a-t-il dit prudemment, cela fait 2 ans. Et pour moi, je suis revenu à la pile de bois à la brume, à la boîte en fer dans mes mains. 2 ans. J'avais perdu 2 ans de ma vie par morceaux de 72 heures, encore et encore, comme une pellicule de film que quelqu'un coupait, raccordait et recoupait sans cesse. Et mes enfants avaient été là pour tout ça, me regardant oublier, m'aidant à recommencer, portant tout le poids de Sitchimi, des sauts de la situation, pendant que je me réveillais tous les 3 jours, en pensant que tout allait bien. J'ai pressé le dos de ma main contre ma bouche. Parce que ce qui était en train de me briser, pas la maladie, pas les années perdues, pas même les 3 voyages de pêche dont je n'avais aucun souvenir, c'était d'imaginer Rémi et Solène s'éloignant de ce chalet en voiture, sachant comment cela s'était terminé les fois précédentes, et choisissant de réessayer malgré tout. Ce n'est pas de l'abandon. C'est l'acte d'amour le plus courageux et le plus désespéré que je puisse imaginer. Mais voici le point crucial, et restez bien avec moi car c'est là que tout bascule. Quand je suis enfin rentré, que j'ai essuyé mon visage, bu de l'eau du robinet, parce que c'était ça ou rien, et que je me suis assis devant le petit téléviseur dans le coin du chalet, que je n'avais même pas pensé à allumer depuis 3 jours. Les informations nationales passaient, et le visage sur l'écran m'a stoppé si net que le verre m'a glissé des mains pour s'écraser au sol. Et je n'ai même pas regardé en bas. Parce que le visage à l'écran recherché pour fraude bancaire, fédérale, falsification d'identité et dissolution illégale de comptes de recherche médicale protégés dans 4 régions. Ce visage appartenait à quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui portait mon nom de famille, quelqu'un qui n'était ni mon fils ni ma fille, quelqu'un à qui je n'avais pas pensé depuis des années, parce qu'il y a des gens que vous coupez de votre vie si proprement que vous finissez par vous convaincre qu'ils n'en ont jamais fait partie.
Le bandeau en bas de l'écran indiquait « Le fugitif Didier Colin aperçu pour la dernière fois dans le sud-est de la France ». J'ai regardé la fenêtre, les pins, les montagnes lourdes et grises dans la brume matinale. Le sud-est. Je me suis assis très lentement et j'ai redit à personne à la pièce à mes 3 ans de temps disparu, Didier. Et pour la première fois depuis mon réveil dans ce chalet vide, je n'étais plus confus. J'avais peur. Je n'étais pas seulement en train de perdre la mémoire. Quelqu'un l'utilisait contre moi. Si vous nous écoutez depuis un moment et que vous voulez que d'autres histoires comme celle-ci continuent d'arriver, cela nous aide vraiment si vous cliquez sur le bouton « J'aime » et si vous vous abonnez. 97% des gens ne le font jamais, mais c'est ce qui fait tourner la machine. Alors merci vraiment. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose à propos de la peur. La vraie peur. Pas celle qui vous fait sursauter. Pas celle des films d'horreur où vous renversez votre pop-corn pour en rire 3 secondes après. Je parle de celle qui s'installe dans vos os comme de l'eau froide, remplissant une pièce lentement, régulièrement, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous en avez jusqu'au cou sans l'avoir remarqué. C'est ce que voir le visage de Didier Colin à la télé m'a fait. Parce que ça ne m'a pas seulement effrayé, ça m'a débloqué. Didier Colin était mon frère cadet, mon demi-frère techniquement. Même père-mère différentes, codes postaux, différents, tout nous opposait. Nous avions grandi parallèlement l'un à l'autre comme 2 rails de train qui se côtoient sans jamais se toucher. Ma mère m'avait élevé en Bretagne dans le calme et la stabilité. La sienne l'avait élevé sur la Côte d'Azur, ce qui j'ai toujours pensé en privé expliquait beaucoup de choses sur lui. Nous n'avions eu qu'une seule période de réelle proximité, 4 ans, dans la quarantaine, quand notre père était tombé malade, et que nous avions été forcés de fréquenter les mêmes pièces, les mêmes hôpitaux, d'avoir les mêmes conversations inconfortables sur l'héritage, l'argent, et ce que signifie réellement la famille quand elle est mise à l'épreuve. Et pendant ces 4 ans, j'avais commis une erreur catastrophique, je lui avais fait confiance. Les souvenirs revenaient en plus vite maintenant. Ce n'était plus un filet d'eau, c'était un torrent. Comme si quelqu'un avait enfin trouvé la vanne et l'avait ouverte à fond. Je me suis calé dans ce fauteuil, j'ai arrêté d'essayer de les contrôler, et je les ai juste laissés venir comme la lettre de Solène me l'avait dit, comme j'aurais dû le faire lors des 3 voyages précédents. Et ce qui est revenu, c'est ceci: 18 mois avant ce premier voyage de pêche, j'avais été contacté par une fondation de recherche médicale financée par des fonds privés. Ils menaient une étude longitudinale sur une condition neurologique rare, l'amnésie dissociative épisodique sévère, et ils cherchaient des participants répondant à un profil biologique très précis. Je me suis souvenu d'être assis face au docteur Hamon pour la première fois, son pull gris, sa voix prudente, la façon dont il expliquait que j'avais été recommandé pour l'étude par un membre de ma famille qui pensait que je présentais déjà des symptômes précoces. Je me suis souvenu avoir demandé de quel membre de la famille il s'agissait. Je me suis souvenu du docteur Hamon, l'air brièvement incertain, avant de dire « Un certain monsieur Didier Colin, il a indiqué être votre frère ». Je me suis souvenu de la pause que j'avais faite avant de hocher la tête et de dire « demi-frère ». Comme si cette précision importait. Comme si cette petite correction allait me protéger de quoi que ce soit. Ce que je ne savais pas alors, ce que mes souvenirs me rendaient maintenant par morceaux, s'emboîtant comme les goupilles d'une serrure, c'était que Didier n'avait pas contacté le docteur Hamon par inquiétude. Il l'avait fait par calcul. Parce que le patrimoine de notre père placé dans un fonds de recherche médicale, valant environ 4 millions d'euros, comportait une clause de distribution très spécifique, une clause que les avocats de Didier avaient dénichée et que l'esprit de Didier avait transformée en arme. Si l'un des bénéficiaires était déclaré cognitivement incapable, inapte à gérer ses propres affaires, incapable de maintenir une mémoire cohérente à long terme, sa part du fonds serait automatiquement transférée aux bénéficiaires restants et déclaré compétent. 4 millions d'euros. Et tout ce dont Didier avait besoin, c'était d'un diagnostic, pas d'un vrai. Je me suis levé du fauteuil si brusquement qu'il a basculé en arrière. Parce que tout était là maintenant.
toute l'architecture du plan. L'aide précis est presque impressionnant de la manière dont les plans vraiment maléfiques le sont parfois quand on finit par les voir dans leur ensemble. Didier n'avait pas seulement signalé des symptômes au docteur Hamon, il les avait créés. Le flacon orange, celui sans son nom, sans étiquette, juste un par jour, n'était pas d'un mystérieux traitement. C'était le mécanisme. Un composé, je n'en connaissais pas le nom, je suis ingénieur, pas pharmacologue, mais quelque chose qui pris régulièrement induisait exactement le schéma de perturbation de la mémoire que le docteur Hamon documentait, mesurait et enregistrait officiellement depuis 18 mois. Didier s'arrangeait pour me voir avant chaque rendez-vous, avant chaque évaluation, le glissant dans mon café, ma nourriture, mais... Et c'est la partie qui m'a fait presser mes 2 mains à plat contre le mur de la cuisine pour respirer délibérément pendant 30 secondes. Mes vitamines. Les vitamines quotidiennes que je prenais chaque matin comme une horloge parce que mon médecin me l'avait recommandé. Et j'étais le genre d'homme qui suit les recommandations du médecin. Didier les avait remplacées depuis des mois et je les avais prises chaque matin avec un verre d'eau, pensant prendre soin de moi. Pendant que lui s'asseyait en face de moi lors des déjeuners du dimanche, me demandait comment je me sentais, m'écoutait dire « ça va juste un peu la tête dans le brouillard ces temps-ci » et hochait la tête en posant sa main sur mon épaule pour me dire « tu vieillis Olivier, ça arrive ». J'ai frappé de toutes mes forces dans la porte du placard. Je n'en suis pas fier, mais je ne le regrette pas non plus. Mais voici ce que Didier n'avait pas calculé. Il n'avait pas calculé Solène. Mes souvenirs me montraient cela aussi. Ma fille assise seule dans sa voiture devant ma maison. Un soir, il y a environ 14 mois, regardant la voiture de Didier s'éloigner de chez moi à 1 heure. Où il n'avait aucune raison légitime d'être là. Solène qui remarquait tout, qui organisait les matins de Noël et se souvenait du moindre détail, qui avait le cerveau d'ingénieur de son père doublé de l'instinct de sa mère. Solène avait tiré sur le fil. Elle avait fait analyser mes vitamines dans un laboratoire. Elle avait trouvé le docteur Hamon par ses propres moyens, se présentant comme une fille inquiète, et elle avait commencé à poser des questions qui l'avaient rendu suffisamment mal à l'aise pour qu'il commence à se poser les siennes. Et quand elle l'avait dit à Rémi, mon fils si calme qui pesait chaque mot et observait tout. Rémi qui avait passé 3 ans à travailler dans la lutte contre la criminalité financière avant de quitter cette carrière pour des raisons qu'il ne m'avait jamais totalement expliquées. Rémi avait reconnu immédiatement ce que Didier avait construit et exactement quelle loi cela enfreignait. Mes enfants ne m'avaient pas emmené à Serponçon pour m'abandonner. Ils m'avaient amené ici pour me protéger pendant que Rémi et les contacts de Solène finissaient de monter le dossier. Le chalet vide, le portefeuille disparu, l'absence de téléphone d'identité, l'isolation totale. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une stratégie de protection. Me garder hors radar injoignable pendant que tout s'écroulait autour de Didier Colin au niveau judiciaire. Et le flacon qu'ils avaient laissé, c'était le vrai. La prescription réelle du docteur Hamon, le composé légitime qui pris régulièrement, commencerait à inverser les effets de ce que la version de Didier avait causé. Il m'avait laissé l'antidote. Il m'avait laissé la lettre de Solène. Il m'avait laissé la boîte en fer pour que quand les souvenirs reviendraient, et ils étaient convaincus qu'ils reviendraient, ils avaient confiance. J'ai le tableau complet sous les yeux. Mes enfants avaient joué cette partie aussi méticuleusement que Didier avait joué la sienne. Il l'avait juste joué avec amour au lieu de l'avarice. J'ai repris le flacon orange sur le lavabo. Je l'ai ouvert. J'en ai pris d'un. Puis je suis retourné vers le téléviseur, je me suis assis devant le visage de Didier Colin au journal télévisé, et je me suis autorisé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, parce que je n'avais pas été capable de garder un sentiment assez longtemps pour qu'il se forme vraiment. Je me sentais lucide. 3 heures plus tard, une voiture est remontée par le chemin de terre et cette fois, elle a ralenti. Cette fois, elle s'est arrêtée. Les portières se sont ouvertes et j'étais déjà debout traversant le chalet en 4 enjambées. Solène est entrée la première. Et je voudrais vous dire que je suis resté digne et mesuré,
Mais la vérité est que j'ai serré ma fille contre moi dans l'embrasure de cette porte pendant un long moment sans dire un seul mot. Rémi est entré derrière elle et s'est tenu un peu sur le côté comme toujours les mains dans les poches de sa veste. Et quand j'ai enfin regardé par-dessus l'épaule de Solène, sa mâchoire était crispée, signe qu'il retenait une forte émotion. J'ai tendu le bras, je l'ai pris par la nuque et je l'ai attiré vers nous. Et il a laissé échapper ce son, une sorte de soupir court et saccadé, comme s'il avait retenu sa respiration pendant 3 ans, et qu'il se souvenait seulement maintenant qu'il avait le droit d'arrêter. Nous sommes restés là, nous 3, dans ce chalet froid et vide, qui avait abrité 3 versions du même matin, et personne n'a parlé pendant un moment. Solène s'est reculée la première. Elle avait les yeux rouges, mais sa voix était ferme parce que c'était Solène. « T'es poigne !»« Eh papa, est-ce que tu te souviens ?» a-t-elle demandé. « De tout !» ai-je répondu. Et Rémi a dit tout bas presque pour lui-même, « Ça a marché. » Maintenant, voici la partie de l'histoire pour laquelle je veux que vous soyez très attentifs. Parce que j'ai parlé de vengeance et je suis un homme de parole. Didier Colline a été arrêté 14 heures après que son visage est apparu au journal national. Gendarmerie nationale. 4 chefs d'accusation de fraude financière, 2 de falsification d'identité, et un dernier, celui que Rémi avait passé la majeure partie de l'année à construire avec ses anciens collègues, un chef d'accusation magnifique et imparable de manipulation pharmaceutique délibérée ayant entraîné des dommages cognitifs documentés. Ils ont trouvé le composé chimique dans un garde-meuble enregistré sous une société écran que Didier avait créée à Monaco. Ils ont trouvé 18 mois de courriel entre lui et un pharmacologue radié qui avait perdu sa licence en 2019. Ils ont trouvé les fausses notes de suivi qu'il transmettait à l'étude du docteur Hamon, des rapports de symptômes fabriqués de faux témoignages, toute une fiction soignée, bâtie pour faire passer Olivier Collin pour un homme en pleine déchéance mentale. Ils ont tout trouvé parce que Rémi s'était assuré qu'il le ferait, moi. La distribution du fonds a été annulée jusqu'au dernier centime. Le patrimoine a été rétabli dans son partage d'origine. Et les frais d'avocat de Didier, qui étaient considérables parce qu'il avait toujours cru bon de dépenser l'argent qu'il n'avait pas encore gagné, ont dévoré sa part jusqu'à la quasi-extinction, avant même que la première audience ne soit terminée. Mais le moment que j'ai savouré, celui que je repasse dans mon esprit lors des soirées calmes comme on tourne un galet lisse dans sa paume, c'est celui-ci. L'avocat de Didier a demandé à ce que je fournisse une déclaration enregistrée, confirmant que je n'avais aucune séquelle cognitive durable, que j'étais, selon les termes juridiques, sain d'esprit et en pleine possession de mes souvenirs. Et je me suis assis devant cette caméra, le regard clair, l'esprit vif, chaque souvenir intact et à sa place. Et je leur ai donné 45 minutes du témoignage le plus détaillé, le plus précis et le plus chronologiquement parfait qu'ils aient jamais reçu dans une telle procédure. Date, conversation. Chronologie des dosages, manœuvres financières, tout. L'avocat aurait arrêté l'enregistrement par 2 fois pour s'entretenir avec son client. Didier Collin a accepté un accord de plaider coupable dans la semaine qui a suivi. La dernière fois que j'ai vu mon frère demi-frère techniquement, et cette distinction compte plus que jamais, c'était dans une salle d'audience. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs diminués de cette façon spécifique qu'ont les hommes bâtis sur les pertes des autres quand ces pertes leur sont enfin restituées. Il m'a regardé une fois juste avant que le juge ne parle. J'ai soutenu son regard. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Je me souvenais de tout et il le savait. Je vais toujours à la pêche parfois. De vraies sorties maintenant. Sans agenda, sans stratégie, sans flacon orange, ni disparitions organisées. Juste moi une bonne canne, un mauvais café, et si j'ai de la chance, l'un de mes enfants sur le ponton à côté de moi râlant parce qu'il est trop tôt. Solène réorganise toujours des choses qui ne la regardent pas. Rémi retient toujours ses sourires au dernier moment. Et je me réveille chaque matin en sachant exactement qui je suis, exactement où j'ai été, et exactement ce qu'il a en coûté aux gens qui m'aiment, pour me ramener parmi eux. Je prends ma vraie pilule chaque matin. Je me souviens de tout.
et je suis enfin totalement irréversiblement éveillé. Parce que voici ce que Didier Colline n'a jamais compris à mon sujet, on peut voler la mémoire d'un homme, mais on ne peut pas voler ce dont ses enfants sont faits. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant pour plus d'histoires réelles, brutes et centrées sur la famille. Et comme toujours, merci de faire partie de cet univers.